Aujourd'hui, je vais faire un petit rectificatif par rapport à ma critique de Batman versus Superman, où j'avais pas été forcément sympa avec le film, sans forcément vouloir lui cracher dessus. Parce qu'il y avait plein de trucs qui m'avaient plu, quand même, malgré tout, même s'il y a des trucs qui m'avaient gâché quand même le film. Je suis retourné le voir hier soir, et hier soir, j'ai vachement aimé le film. Et en fait, je me suis aperçu que les défauts que j'avais vus dans le film, en fait, étaient mais minimes dans le film. Et qu'une fois qu'on connaît l'histoire, cette narration entrecoupée d'histoires différentes m'a pas spécialement dérangé, et il y a vraiment que une ou deux scènes qui termine avant d'avoir été terminée scénaristiquement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle termine au milieu de la scène. Au moins une de ces deux scènes, c'est-à-dire la scène en Afrique au début, elle va être l'objet d'une version longue sur la version DVD. Autrement dit, c'est pas spécialement un problème d'écriture si après on a demandé de couper à 2-3 endroits sur demande des producteurs pour pouvoir faire plus de séances, donc plus d'entrées, sachant que la première semaine est décisive parce qu'après si le film se retrouve sur internet et que les gens téléchargent, c'est du public qui est perdu. Donc il faut qu'il y ait le maximum de séances la première semaine. Donc ils ont coupé, voilà, ce qui leur paraissait le moins important. Donc, une des deux scènes au début, la scène en Afrique. En le revoyant, j'ai pas trouvé forcément que le film était mal écrit, parce qu'en réalité, il y a l'axe Superman à développer, l'axe Batman, Lex Luthor, il faut introduire un peu Wonder Woman, introduire la Justice League, le fait que le combat entre Batman soit retardé à mort, c'est-à-dire que Batman allume le projecteur avec son armure, et que là, il y a Wonder Woman qui découvre les autres méta-humains, et Lex Luthor qui parle à Superman, ça m'a pas dérangé, parce que là, je savais, j'ai pas trouvé que ça crée un problème de rythme. En réalité, c'est juste la première fois que je l'ai vu, j'attendais le combat, ça faisait 1h30, 1h45 que j'attendais le combat, et donc là, qu'on me promette l'arrivée du combat avec l'allumée du projecteur et que finalement que ça n'arrive que 5-10 minutes après, là, je trouvais qu'il y avait un problème de rythme. Mais comme je savais que c'était écrit comme ça la deuxième fois que j'ai vu le film, ça m'a pas posé de problème. J'aime tellement Batman que ce qu'il y a de bien, j'ai vraiment aimé, et les tout petits défauts, ça m'a complètement gâché le film. Maintenant, une fois que je savais que les défauts existaient, je me suis aperçu que ces défauts étaient vraiment minimes. C'est comme quand j'ai vu Millennium de Fincher pour la première fois, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sexe dans le film. Quand je l'ai vu pour la deuxième fois, je me suis aperçu qu'en fait il n'y en avait pas tant que ça. En fait il y a 4-5 scènes qui durent maximum 30 secondes dans un film de 2h30, ce qui est très peu en réalité. La première fois qu'on voit un film, on vit le film de manière très très différente, on n'a aucun recul dessus. Donc c'est assez difficile de juger un film en l'ayant vu qu'une seule fois. C'est pour ça que ça me fait dire que je ferai peut-être pas forcément encore de critiques sur des films qui viennent de sortir, parce que forcément après je vais voir ma critique, quand je vais le revoir une deuxième fois le film, je vais me dire ah mais ça, j'ai pas forcément eu raison, etc. et machin. Que la critique soit appréciée ou pas appréciée, dans tous les cas, et si la critique est pas bonne parce qu'elle n'est pas vraiment raccord à ce qu'est le film, mais plutôt à comment j'ai ressenti le film pour la première fois, sachant que je ne ressentirai pas le film de la même manière la deuxième fois, du coup ça fait une critique qui sert un peu à rien, donc peut-être que j'en ferai moins des critiques d'actualité. Donc bref. Donc j'ai noté 7 points dont je n'ai pas parlé dans ma critique, ou bien des points sur lesquels je ne suis plus vraiment d'accord avec ce que j'ai dit dans ma première critique. Premièrement, un truc que je n'ai pas parlé, c'est que Monsieur Méa dans sa critique disait Snyder faut qu'il arrête avec ses comparaisons christiques avec Superman. Et il dit Superman a été créé par deux juifs, donc Superman n'a rien de christique, etc., etc. Ce qui n'est pas incohérent parce que, premièrement, ça a été créé par deux juifs, mais il n'est jamais dit que Superman était juif. Maintenant, même s'il était juif dans les comics, Jésus était juif. Il était surnommé le roi des juifs, donc il n'y a aucun problème avec ça. Jésus c'est plus une évolution de la religion, de sa propre religion, plutôt que la création d'une nouvelle. Donc voilà, donc Jésus était juif, donc il n'y a aucun problème d'affaire de Superman un Christ 2.0 quoi. D'ailleurs moi j'aime beaucoup ça. Ensuite, un truc qui est beaucoup critiqué, c'est Batman ne tue pas normalement, etc. Et là, il marque les gens au fer rouge pour qu'ils aillent se faire buter en prison. Ça, c'est pas Batman, c'est pas Batman. Alors, Batman, il est sur la fin de sa carrière, et il dit dans le film, les criminels, c'est comme du chien dent, on en coupe une poignée, il en repousse deux à la place. Il est un peu aigri dans ce film, il est carrément remonté, et il marque pas n'importe qui au fer rouge. Il marque pas le petit dealer du coin, etc. Il marque, ils le disent dans le film, c'est le présentateur télé qui le dit, il marque les violeurs et les pédophiles. À un moment donné, dans quel genre de film les super-héros s'en prennent aux violeurs ou aux pédophiles? Moi j'ai un exemple, c'est le Robocop de Verhoeven, où il y a un mec qui s'en prend à une fille, etc. et il explose l'entrejambe avec son pistolet super puissant. Mais c'est du Verhoeven, c'est pas du film de super-héros, c'est du Verhoeven. Et là que Batman s'en prenne aux pédophiles, nom de Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui réunit le plus les gens que le fait d'être contre la pédophilie, de s'en prendre à des enfants, etc. Donc tout le monde devrait être unanime là-dessus, et à la place on dit ah non mais Batman quand même il est pas sympa sur ce coup. Par exemple en comparaison, à qui s'en prend Batman dans les Batman de Nolan? Il s'en prend aux dealers. Donc il veut arrêter la drogue. Non Dieu, mais les gens qui se droguent, ils l'ont bien choisi. On n'oblige pas les gens à prendre de la drogue, sauf peut-être dans les milieux de prostitution pour les rendre accros, etc. et pour les garder sous le coude et ça. Mais
mis à part ça, il y a des sujets plus importants. Et moi, quand j'ai écrit mon histoire de Batman, etc., Batman, le premier truc qu'il fait, c'est flinguer les réseaux pédophiles, des trucs comme ça. Et enfin, il y a quand même des priorités, quoi. S'en prendre aux petits dealers et s'en prendre au trafic de drogue, plutôt que s'en prendre. Alors évidemment, c'est pour déstabiliser la mafia, etc. Mais il y a un moment, il y a des trucs qui sont plus importants que d'autres, quoi. Il y a le fait qu'on n'en parle jamais dans les films de super-héros, que les super-héros n'attaquent jamais des trucs comme les réseaux pédophiles, etc. Je trouve ça assez naze et c'est faire silence sur un truc qui est quand même abject. Pour une fois qu'il y a un film de super-héros où le super-héros s'en prend à des violeurs et pédophiles, on va pas gueuler non plus. Enfin, c'est mon avis après, mais... Ensuite, il y a un truc que j'ai pas parlé, que j'ai vachement aimé, c'est le coup de pression que met Batman à Superman la première fois qu'il le voit. Batman poursuit les mecs de Lex Luthor, Superman se met en travers de la route, Batman se cogne contre Superman, Superman n'y bouge pas d'un poil, et Batman avec sa Batmobile il part en truc. Alors qu'avant, Batman avec sa Batmobile il a explosé un bateau, et il est passé à travers un mur, et là il arrive face à Superman, et Superman ne bouge pas. Superman arrive, explose les portes, Batman se relève face à lui, Superman lui dit tu vas arrêter maintenant tes petites activités super-héroïques, etc. Tes activités de despote c'est terminé, tu rentres chez toi, la cape tu la laisses à la maison. Et là Batman, au lieu de s'écraser, il lui dit est-ce qu'il t'arrive de saigner? C'est-à-dire que là à ce moment-là il peut énerver Superman, et Superman s'il s'énerve il lui met une tarte et Batman il est mort. Mais non, Batman il s'écrase pas, il lui dit est-ce que ça t'arrive de saigner? Donc ça tue. Jamais un personnage comme ça, comme Marty McFly par exemple, dans Retour vers le futur, qui est pas taillé, il est pas super musclé, etc. Mais dans Retour vers le futur, Marty, jamais il va s'écraser face à un mec. Il suffit qu'on lui fasse une réflexion, qu'on s'attaque un peu à son honneur, et jamais il va s'écraser, même s'il y a 4 mecs en face qui ont une batte de baseball, et que lui, il est petit et régalé. Donc j'aime bien cette philosophie. C'est pas qu'il a pas conscience d'être moins fort que l'autre, mais dans tous les cas, il va pas s'écraser, ça c'est sûr. Et ça, je trouve ça bien. Maintenant, j'ai abusé sur David S. Goyer sur la première vidéo. Il y a beaucoup plus de bons points dans le film, donc écrit par David S. Goyer, que de mauvais points. Donc ce film est bien écrit, et vraiment le premier film s'il était mal écrit, du coup c'est vraiment la faute à Nolan, et David S. Goyer, il y est en gros point, parce que David S. Goyer, il a quand même moins d'aura à Hollywood que Christopher Nolan. Donc et dès que Christopher Nolan se barre, là le film est vachement mieux écrit. Et si le film est vachement mieux écrit, comme je dis, quand on a la tête en forme de marteau, on voit le problème en forme de clou. Le film paraissait écrit comme une série télé, parce que ça ressemble, oui il y a de la série télé, mais c'est surtout que là il y a plein de films qui sont écrits comme des séries télé en ce moment, comme Avengers par exemple, et du coup j'ai été sensible en regardant Batman contre Superman, et de suite j'ai identifié ça comme une écriture série télé. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est une écriture qui est nécessaire, parce qu'il y a beaucoup d'axes, et que tu peux pas, pendant 3 quarts d'heure traiter Batman, pendant 3 autres quarts d'heure traiter Superman, et après on traiterait Lex Luthor, et après on fait la bagarre à la fin. C'est pas possible d'écrire comme ça, donc c'est obligé d'entrelacer les récits, et comme je disais tout à l'heure, il y a très peu de scènes qui se coupent en plein milieu, donc finalement il n'y a pas... C'est pas forcément une écriture série télé, c'est une écriture qui est nécessaire par rapport au nombre de personnages. Ensuite, quatrième point, ça a été beaucoup critiqué dans les critiques quand il est dans le tribunal et qu'il y a tout qui explose, que le fauteuil roulant est piégé et que ça explose tout. Et on dit ouais, Superman, alors il entend Lois super loin, et là il n'a pas été foutu de voir la bombe dans le fauteuil roulant. Mais il le dit lui-même, s'il ne l'a pas vu, c'est qu'il l'a pas regardé. Genre, on ne voit pas ce qu'on ne regarde pas. Il faut être attentif à une chose pour la voir. C'est dans Sherlock Holmes par exemple, il y a Sherlock, il dit à Watson, les escaliers vous les avez montés depuis, vous les avez montés une centaine de fois, l'escalier de la maison là. Watson il dit oui, il dit combien il y a de marches? Et Watson il dit je sais pas. Et il y a Sherlock qui lui dit il y en a 17 ou 20, un truc comme ça. Il dit voilà, moi je les ai vus, je les ai observés. Vous les avez vus, vous les avez pas observés. Superman, il y a énormément d'informations à traiter, et il ne traite pas toutes les informations. Donc c'est pas parce qu'on voit tout qu'on est attentif à tout. Et ce qui est génial, c'est qu'il a comme un lien magique avec Lois dans le film. C'est-à-dire qu'il aime Lois, et quoi qu'il se passe, il l'entendra toujours, même s'il y a des explosions autour, même s'il y a énormément de bruit et tout, Lois, il l'entendra toujours. Et ça, je trouve que c'est un lien, on va dire, hein, c'est pas réaliste et machin, etc. Mais comme je dis en première vidéo, le réalisme, on s'en fout. On s'en fout complètement. La scène où Lois tombe de l'immeuble, et que d'un coup, il y a Superman qui atterrit juste sous elle, et il la regarde avec un air bienveillant et un air amoureux. Ça c'est beau, c'est une belle image, et qui en dit long sur leur relation à eux, quoi. Donc pourquoi faire du réalisme? Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout du réalisme? À chaque fois on dit c'est un film de super-héros, vous prenez pas au sérieux. Moi c'est le contraire que je dis, c'est un film de super-héros, donc prenez-vous au sérieux parce que la symbolique est sérieuse, mais créez des symboles forts. Là où Marvel dit c'est des films de super-héros, donc on va pas se prendre au sérieux, on va mettre des blagues à 2 balles pour amuser le spectateur bourgeois, et puis ce sera du fast-food, vite vu, vite oublié, et puis on passe à autre chose. Le film Marvel, c'est pas le genre de film qu'on
on va regarder, puis après pendant 3 heures après on va parler du film. Je veux dire, Batman contre Superman, si tu le regardes, 3 heures après, tu es encore en train d'en parler et tu parles pas du même point, il y a 10 000 points à traiter dans le film. Alors évidemment, c'est pas Watchmen, c'est pas aussi riche qu'un Watchmen, mais ce que ça le fait bien. Donc voilà. Ensuite, il y a 2 personnages féminins forts, et ce qui est bien, c'est que c'est pas traité comme du girl power à 2 balles. C'est-à-dire qu'il y a Lois Lane, qui n'a pas de super pouvoir, et malgré tout, qui essaye d'être quelqu'un de bien, qui entre en quête de vérité, etc., pendant le film, même s'il n'y a pas de super pouvoir et tout. Et il y a Wonder Woman qui a des super pouvoirs, et qui se bat sans relever le fait que ce soit une femme, et sans faire de blagues à Batman et à Superman, comme quoi c'est une femme et qu'elle y arrive aussi bien que les autres, etc. Elle y arrive, point, et c'est terminé. Et ça, c'est vachement bien. Et il y a une réplique au début du film où il y a un des terroristes, entre guillemets, présumés, qui dit à Lois Lane, je savais pas que je serais interrogé par une femme, et elle lui répond, je ne suis pas une femme, je suis une journaliste. Comme quoi sa fonction passe avant son sexe, et qu'elle ne se définit pas en fonction de son sexe, mais en tant que ce qu'elle est. Et ça, je trouve ça vachement bien. Et ça, c'est un bon message, c'est-à-dire que ça fait passer un message, entre guillemets, féministe, en disant, les femmes, ne vous cantonnez pas à faire du shopping, etc. Il y a des choses quand même vachement plus intéressantes à faire, et en même temps c'est pas du féministe débile à vouloir émasculer les hommes et à vouloir mettre les femmes dans des positions qu'elles désirent pas forcément. Je veux dire, Lois Lane, c'est pas parce que Batman et Superman existent que Lois Lane forcément elle va aller prendre une épée et aller se battre comme Doomsday. Je veux dire, ce serait stupide. Wonder Woman a des super pouvoirs, donc elle le fait. C'est une façon de dire, on a tous une force de frappe différente en fonction des individus. Il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, il y en a qui sont plus forts physiquement que d'autres. On a tous des qualités différentes, et en fonction de nos qualités, on a tous la possibilité de faire le bien autour de nous. On a tous la possibilité de rendre le monde meilleur. Et comme il dit dans Kick-Ass, quand on n'a pas de super pouvoir, on n'a pas de responsabilité. Sauf que ça, c'est pas vrai, il dit dans Kick-Ass. Voilà, on montre une femme sans super pouvoir, une femme avec super pouvoir, et les deux tentent de rendre le monde meilleur, sans être revendicatrices de leurs conditions de femme, en disant ouais, les femmes on est opprimées, machin, bidule, et je fais aussi bien que vous, et puis les hommes vous êtes nuls, etc. C'est vraiment fait de manière tout à fait naturelle, comme par exemple, je citais Verhoeven tout à l'heure, comme dans le Starship Trooper de Verhoeven, où les femmes sont mises à égalité avec les hommes, et à aucun moment on fait de blagues sur le fait que ce soit des femmes, ou alors les femmes font des blagues sur le fait qu'elles arrivent aussi bien que les hommes, ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vachement bien fait. Et je terminerai sur la musique d'Hans Zimmer, qui a été vraiment critiquée, parce qu'il n'y a pas de thème marquant dans le film, comme Pirates des Caraïbes, comme The Dark Knight, comme Gladiator, comme Le Roi Lion. Alors oui, c'est pas forcément des thèmes méga marquants, mais tous les thèmes correspondent à la scène, et tous les thèmes sont vachement bien. Faire de la musique de film, c'est pas forcément faire comme John Williams le fait, par exemple, avec des thèmes qui sont très marquants, comme Indiana Jones, comme Star Wars, comme Harry Potter, mais qui sont des thèmes qui sont quand même très lourds, et qui sont difficilement applicables à l'image. Là, Hans Zimmer a fait des thèmes qui s'appliquent à l'image, et qui amplifie ce que l'image transmet en fait. Donc c'est plus discret, mais le thème de Lex Luthor est bien, montre bien ce qu'est Lex Luthor, et le thème de Batman pareil. Et le thème de Wonder Woman, tout le monde critique Hans Zimmer en disant ouais, Hans Zimmer, n'importe quoi, il met de la guitare électrique sur truc. Regardez Mad Max Fury Road, et vous verrez qu'il y a énormément de similitudes entre la musique de Wonder Woman et la musique de Mad Max Fury Road. Et ensuite vous regardez les deux compositeurs, les deux c'est Junkie XL, c'est-à-dire que Junkie XL a fait les musiques de Batman contre Superman. Donc quand on retrouve des trucs qui sont méga similaires à ce que Junkie XL seul a fait sur Mad Max Fury Road, on aurait peut-être raison de penser que ce thème-là, c'est pas Hans Zimmer qui l'a fait, mais Junkie XL. Quand on critique comme ça, c'est vraiment pour casser du sucre sur le dos d'Hans Zimmer. Hans Zimmer n'est pas à bout de souffle dans ce film. Il fait pas des thèmes qui sont marquants comme il a pu faire Gladiator, etc. comme j'ai dit. C'est des thèmes qui appuient le film, c'est des thèmes qui caractérisent bien les personnages. Et ça déjà, trouver des compositeurs qui arrivent à le faire. Je veux dire, chez Marvel, c'est Brian Tyler qui se charge des musiques. Et Brian Tyler, il fait du caca chez Marvel et personne ne lui en tient rigueur. Et souvent, il y a 3 blagues et demie chez Marvel, qui sont des blagues bac à sable qui font même pas rigoler les enfants. On laisse tout passer chez Marvel, sous prétexte qu'on dit ça se prend pas la tête, et on casse dessus sur Batman contre Superman, à tort, parce que cette musique, c'est pas Hans Zimmer qui l'a fait, c'est Junkie XL. Et en plus, cette musique, je l'aime. Pourquoi? Parce que Wonder Woman, c'est pas qu'une vieille Amazone, etc. C'est une femme qui traverse les âges. Autrement dit, c'est une femme qui est moderne à tous les âges. Et là, au moment où le film se passe, et bien c'est un mélange de toutes les modernités, c'est-à-dire que ça fait très tribal et en même temps ça fait très moderne avec les guitares électriques, etc. Donc moi je trouve que ce thème est très bien, et même si vous l'aimez pas, c'est pas Hans Zimmer qui l'a fait, j'en suis persuadé. Donc voilà, j'aurais encore plein d'autres choses à dire sur le film, mais là ça me vient pas en tête, je les ai pas notés, et j'ai plus de place sur ma caméra, donc à plus. Oh putain.